Salut les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast concocté pour vous par l'équipe de l'association Démos et Débats. Retrouvez nos actions, nos événements et nos vidéos sur notre site internet demosetdebats.fr, sur notre compte YouTube, notre page Facebook, notre compte Instagram, tous au nom de Démos et Débats. Dans cette série de podcasts, nous avons choisi de nombreux thèmes, petits ou grands, et autour desquels nous aimerions durant une bonne demi-heure vous faire nos propositions culturelles. Tout ce qui peut nous permettre de mieux saisir le concept, de s'endormir un tout petit peu moins con peut-être, mais surtout en faisant de beaux rêves. Et pour ce nouvel épisode, nous avons choisi de partir à la recherche du Japon. Le pays du soleil levant charrie depuis longtemps des images contrastées. Tour à tour, on pense à une société hiérarchisée et très dure, notamment dans le monde du travail, ou alors on évoque sa contre-culture, fortement diffusée à travers le monde, on pense au manga notamment. Ce petit pays, celui de l'ultramodernité, est en même temps une très ancienne civilisation avec des traditions millénaires. Bref, contrée de paradoxes et de contrastes, le Japon est indissociable de l'art et c'est un plaisir de l'évoquer avec vous aujourd'hui. Et pour vous emmener dans l'avion vers Tokyo, je suis entouré de 4 chroniqueurs de talent. D'abord, Cyrielle Bétheny est avec nous. Salut Cyrielle. Bonjour à tous, merci de nous écouter. Vous m'avez déjà entendu lors des derniers podcasts, je m'appelle toujours Cyrielle, j'ai toujours 23 ans et depuis la dernière fois, je suis maintenant responsable de l'action culturelle d'un tiers-lieu. Et je me tourne ensuite vers l'ami Jean-Louis Mali. Salut Jean-Louis. Salut, samouraï de Démos et Débats, depuis l'origine, retraité, 65 ans, et très heureux d'être là avec vous. Merci, puis Léa Alexandra. Salut Léa. Bonjour à tous, Léa Alexandra, j'ai 22 ans, je suis étudiante en affaires publiques. Et Marie-Cécile Félicie. Salut Marie-Cécile. Salut à tous, Marie-Cécile Félicie, je suis avocate à Thionville, membre fondateur des mots et débats, et si Dalida avait oublié qu'elle avait 2 fois 18 ans, moi je n'ai pas oublié que j'ai 3 fois 18 ans. Ce sont des choses dont on se remet, je pense. Et enfin, autour de la table, notre président bien-aimé, Pascal Didier. Salut Pascal. Je suis Pascal Didier, passeur de texte et amateur de whisky écossais et japonais. Quant à votre serviteur aujourd'hui, il s'appelle Paul Didier, il est étudiant, vous dit konnichiwa et vous propose dès maintenant de partir à la recherche du Japon. Et pour commencer cette émission, on va faire quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire jusqu'ici, on va littéralement aller au Japon, puisque toi Jean-Louis, le Japon, tu le connais, tu y as été plusieurs fois, et tu voulais nous raconter notamment ton arrivée à Kyoto. Qu'est-ce qui t'a marqué ? Voilà, alors je connais le Japon parce que mon fils y vit. Ici, s'est marié avec une japonaise. Mais je voulais parler de Kyoto parce que, sans aller dans les lieux communs, c'est sans doute l'endroit où le contraste que tu évoquais dans ton introduction est le plus extraordinaire. La gare de Kyoto, elle est fabuleuse. Elle est de 7 étages, avec des escaliers mécaniques, des musées à l'intérieur, des magasins. Et c'est une gare gigantesque. Et dès qu'on sort de cette gare, Kyoto, c'est 1000 temples. C'est-à-dire que dans chaque coin de rue, il y a un temple. Et la population, dans son apparence, elle apparaît aussi avec ce contraste. C'est-à-dire qu'on voit des jeunes filles, des jeunes hommes habillés à l'occidental. On voit énormément, mais ça comme dans toutes les villes japonaises, des lycéennes et des lycéens avec les costumes du lycée, etc. Et beaucoup de jeunes, ou de moins jeunes, en kimono, hommes et femmes, parce que c'est l'habit de cérémonie, c'est l'habit de fête. Et donc, cette ville est absolument fabuleuse. Il y a Osaka, il y a Kyoto, il y a Hiroshima, il y a beaucoup d'autres villes. Mais Kyoto est très marquant. Et puis, il y a un autre endroit, ça s'appelle les Portes Rouges. C'est 10 000 portes, torii, on dit, qui grimpent sur une colline. Et on y monte en escalier, c'est très long. Ça monte jusqu'à 300 mètres de hauteur. Et donc cette ville, elle est le symbole pour moi, peut-être plus encore que Tokyo ou Osaka, de ce contraste extraordinaire entre la modernité, l'ultramodernité. La gare de Kyoto a été inaugurée en 1997, mais elle est d'une modernité absolue. Et le reste de la ville qui mélange sans arrêt ces deux aspects, c'est-à-dire la tradition, modernité et tradition, et la modernité avec dans les métros tout le monde a, alors comme chez nous, mais peut-être encore plus, ces accessoires numériques, etc. Voilà. C'est sans doute ce qui m'a le plus, c'est la ville qui m'a le plus frappé sur ce contraste.
Voilà. Merci beaucoup Jean-Louis, je trouve ça bien qu'on commence par une vraie arrivée par Kyoto. Du coup, on te retrouvera un peu plus tard pour un autre rapport d'étonnement de tes visites japonaises. Mais on va aller vers la littérature avec toi Cyrielle, qui veut nous parler d'un roman de quelqu'un dont le nom est fortement associé au Japon, Amélie Nothomb, et tu as choisi Ni d'Ève, ni d'Adam. Oui, pour ma première œuvre japonisante, je vais parler d'une connaisseuse, la célèbre romancière Amélie Nothomb. Son nom n'est généralement plus à présenter, et qu'on ait déjà lu ses romans ou pas, on l'a sans doute tous déjà rencontrée au moins une fois, photographiée sur la couverture de ses livres sur les étagères des librairies. Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'avant de devenir cette fameuse autrice belge à succès, Amélie Nothomb a grandi au Japon. Jusqu'à ses 3 ans, elle a été élevée au pays du soleil levant, élevée par une nourrice japonaise avant de devoir tout quitter avec sa famille et revenir en Europe contre son gré. Cet arrachement à ce pays qu'elle aime tant a été vécu comme un traumatisme qui l'a suivi toute sa vie et dont elle a beaucoup parlé dans différents romans. Le plus récompensé d'entre eux, par exemple, Stupeur et tremblement, raconte son insertion ratée dans un monde du travail trop codifié et rigide qui l'a fait passer en quelques mois du rang d'administratrice à celui de dame pipi d'une grande entreprise. Mais parmi tous les écrits et les documentaires parlant de ses retours au Japon, j'ai particulièrement aimé l'histoire de l'ouvrage Ni d'Ève ni d'Adam, son 16e roman publié en 2017 chez Albin Michel. Il parle d'un sujet qui semble très loin des habitudes de l'autrice puisque l'on parle de sa vie amoureuse. Ni d'Ève ni d'Adam nous raconte ses rapprochements avec un Tokyoïte qu'elle initie au français et qui finira, par la force des choses, par devenir son fiancé. Le récit de leur rencontre et de la redécouverte du Japon d'Amélie Nothomb est touchante et se lit avec une grande facilité, puisque entre découverte culinaire, tradition sociale et escalade du mont Fuji, Amélie Nothomb mêle sentiments amoureux et nous permet de découvrir un nouvel univers social et culturel riche et instructif, en nous racontant au milieu de toutes ces découvertes ce qui aurait pu être la dernière histoire d'amour de sa vie. Cette histoire nous rappelle, encore une fois, toute l'excentricité et de la personnalité d'Amélie Nothomb, qui peut tant agacer ses détracteurs, mais elle nous fédère surtout efficacement autour de la découverte du Japon et de cette rencontre très attendrissante avec Rinri, son poli et passionné fiancé japonais. Merci beaucoup pour cette présentation. Alors, j'avoue que j'ai surtout lu dans sa période japonaise Stupeur et tremblement, qui est assez incroyable. Quand je parlais tout à l'heure de la dureté du monde du travail, c'est surréaliste. Ouais. Voilà, c'est assez surréaliste au premier sens du terme, mais effectivement, ce roman d'amour donne une autre perspective. Et on va continuer en littérature avec cette fois-ci un auteur que tu veux nous présenter, Léa Alexandra, Ihara Saikaku, et son livre 5 amoureuses. Alors, 5 amoureuses, c'est un recueil de nouvelles d'Ihara Saikaku, un auteur japonais du XVIIe siècle. Avant de rentrer dans l'œuvre, je pense qu'il faut faire un petit point historique. Au XVIIe siècle, au Japon, on est dans ce qu'on appelle la période d'Edo. Edo, c'est l'ancien nom de la ville de Tokyo. À l'époque, règne la dynastie des Tokugawa. Les Tokugawa, ce sont des seigneurs. En effet, la société est alors féodale, dirigée par ces seigneurs, les daimyos, puis divisée en 4 ordres semblables à des castes, qui visent à assurer la stabilité du pays. Les 4 ordres sont hiérarchisés, une hiérarchie qui se base sur leur pureté morale et leur exemplarité. En haut, on trouve les samouraïs, qui sont suivis des paysans, puis des artisans et finalement des marchands. Donc au milieu de tout ce beau monde, une nouvelle classe s'élève, celle des shōnin, qui sont des bourgeois, des commerçants qui sont devenus propriétaires et qui amènent avec eux l'espérance d'une société plus libérale. Saikaku s'inscrit dans ce contexte en devenant spécialiste d'un mouvement littéraire nouveau, qui est celui des contes réalistes en prose, qu'on appelle alors ukiyo-zoshi, ce qui veut dire les récits du monde flottant. Et le monde flottant, qu'est-ce que c'est ? C'est le monde des plaisirs. Les récits du monde flottant trouvent eux-mêmes leur source dans la peinture de l'époque, ukiyo-e, les images du monde flottant. D'ailleurs, on trouve toutes ces iconographies populaires et narratives dans le recueil, puisqu'elles viennent illustrer les nouvelles. Ces nouvelles, elles sont donc au nombre de 5, et de quoi elles parlent ? Elles parlent de liaisons sentimentales entre des hommes et des femmes que la société empêche de voir unies. En effet, à l'époque, les mœurs amoureuses demeurent très traditionnelles, très conservatrices. Malgré la position respectée de la femme au sein de sa famille, elle reste sous le joug de l'homme qu'elle épouse et elle ne peut pas divorcer sous peine de mort, en réalité. Les hommes, quant à eux, sont vraiment très très libres. On voit naître dans les villes à l'époque des quartiers de prostitution qui sont complètement reconnus par le gouvernement.
Et donc c'est dans tout cet univers-là que les nouvelles s'inscrivent. Et au milieu de toutes ces destinées amoureuses tragiques, on trouve un souffle de modernité dans la plume de Saikaku par la dernière nouvelle qui, elle, se termine par l'union des amants et qui laisse espérer en fait une nouvelle ère pour la société japonaise qui s'accompagne d'une émancipation de la femme et de sa condition. Donc, ce sont des nouvelles sur des histoires d'amour, certes, mais attention, elles laissent les lecteurs à l'extérieur de l'histoire. Il ne faut pas s'attendre à trouver des discours passionnés, des grands monologues enflammés, mais c'est plutôt dans l'imaginaire et dans la suggestion que l'auteur nous embarque dans les aventures de ces hommes et de ces femmes. Donc moi, j'ai lu le recueil publié aux éditions Gallimard dans la collection Connaissance de l'Orient, qui est extrêmement riche en annotations et qui permet vraiment une immersion totale et complète dans la société japonaise du XVIIe siècle. Ah, merci beaucoup. Alors ça, c'est quelque chose, un roman japonais du XVIIe siècle sur ces thèmes-là. Et c'est très moderne. Bah oui, c'est ce que tu as l'air de décrire, effectivement. Donc, 5 amoureuses, Ihara Saikaku, chez Gallimard. Pour les annotations, parce qu'effectivement je pense qu'il faut un contexte social pour rentrer dans l'œuvre. Et on va passer au cinéma avec toi Pascal qui veut nous parler d'un film de Sofia Coppola, Lost in Translation. Alors on va commencer un peu en littérature, mais on va sauter après le XVIIe siècle, on arrive au XXe siècle. Je commence avec l'évocation d'un écrivain dont je parle dans un autre podcast qui s'appelle Richard Brautigan, qui a un lien très fort avec le Japon parce qu'il a beaucoup écrit, et notamment à Tokyo. Il a passé du temps à Tokyo. Il a notamment un poème assez beau qui s'appelle « Tokyo, quelques trucs à faire, un soir d'ennui à l'hôtel ». Voilà, il a beaucoup passé du temps dans un hôtel. Et le film que j'évoque se passe aussi dans un hôtel. Et je trouve d'ailleurs, quand je me remémore toutes les scènes de ce film et de Bill Murray, je suis aussi dans l'œuvre de Richard Brautigan, dont je vous parlerai donc une autre fois. Lost in Translation, c'est un film de 2003, c'est le deuxième film de Sofia Coppola. Elle le tourne au Japon parce qu'en fait, son premier film, c'est Virgin Suicide. Je parle très mal anglais. C'est un livre qui a eu un succès fou au Japon, et donc elle a découvert le Japon, elle a eu envie de tourner dans ce pays. On est dans un hôtel qui s'appelle l'hôtel Hyatt, qui est un hôtel, un gratte-ciel qui domine Tokyo et notamment un parc. Et là, il y a dans cet hôtel un personnage qui est un acteur qui vient tourner une publicité pour une marque de whisky, Suntory, dont je parlerai tout à l'heure quand je vous parlerai du whisky japonais. Il y a des liens qui se disent, c'est assez intéressant le Japon pour ça. Donc il est là, il passe beaucoup de temps, il ne dort pas beaucoup la nuit et il finit par rencontrer dans l'ascenseur, Brautigan parle aussi des ascenseurs dans les hôtels japonais, il rencontre une femme qui est là, son mari passe beaucoup de temps à travailler, elle s'ennuie beaucoup, elle s'appelle Charlotte, c'est Scarlett Johansson qui est un peu... Sofia Coppola l'a pris parce qu'elle trouvait qu'elle ressemblait beaucoup à Lauren Bacall. Voilà, donc je vous laisse imaginer évidemment tout ça. Si vous n'avez pas vu ce film, et si vous ne l'avez pas vu, allez le voir justement. Ils se croisent dans l'ascenseur, ils vont prendre beaucoup de temps ensemble, parler. Elle aimerait beaucoup qu'il allait dans sa chambre, mais lui... passe des moments, il fait l'amour certaines nuits avec la pianiste de l'hôtel. Là aussi, j'ai retrouvé un poème de Brautigan où il parle d'une pianiste qui joue dans un bar à cocktail. Enfin, j'aime beaucoup ces liens qui s'instaurent. Et puis voilà, je vous raconte pas la fin de ce film, mais c'est vraiment un film, je trouve, d'ambiance, qui est un film à la fois romantique, impressionniste, mélancolique. Je ne sais pas si le Japon ressemble un petit peu à ça, mais moi, quand j'ai vu ce film, qui est vraiment un de mes films préférés dans tous les films que j'ai vus, ça me donnait envie d'aller dans cet hôtel à Tokyo et de passer du temps que là, finalement, dans les ascenseurs, à écouter cette pianiste et à me balader un petit peu dans la nuit japonaise. Léa Alexandra, je crois que c'est aussi un des films qui compte pour toi. Oui, moi aussi j'avais vu ce film, et ce qui m'avait beaucoup plu, c'était le parallèle entre cette ville de Tokyo qui est si... vivante et en pleine émulsion, et ces deux personnages qui se rencontrent finalement parce qu'ils se sentent si seuls au milieu de cette ville, et qui se retrouvent dans leur solitude et
il y a un tel contraste entre eux et la ville qui est sans cesse en mouvement et en ébullition. Et eux sont un peu touchant. en dehors du temps, comme ça, dans C'est une ça, exactement. parenthèse enchantée. Eh bien, Très beau film. Merci, Lost in Translation, donc de Sofia Coppola, et puis tout Sofia Coppola, comme ça, tant que Tant vous y qu'on y êtes. est. Je pense que c'est une des réalisatrices les plus brillantes de sa génération. Eh bien, on va continuer avec toi, Jean-Louis, puisqu'on parle de à quoi pourrait ressembler le Japon entre réalité et fiction. Tu voulais nous faire un autre rapport d'étonnement, un autre souvenir du Japon qui t'a marqué, c'est la distanciation sociale. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer ? Alors, comme le disait Léa Alexandra, c'est un pays où il y a une densité de population extraordinaire qui explique beaucoup de choses d'ailleurs dans la culture japonaise et dans la relation entre les gens. Et aujourd'hui, avec ce qu'on vit depuis plus d'un an, moi, l'autre rapport d'étonnement, effectivement, c'est la distanciation sociale qui est au Japon quelque chose de tout à fait naturel. Il n'y a pas de discipline au Japon sur cette question. On ne se touche pas, on se lave souvent les mains, on rentre, on va très peu au domicile des gens. Par exemple, les 15 premiers jours que j'ai passés au Japon, j'ai jamais été dans le domicile de mon fils, parce que ça se fait pas. On enlève ses chaussures dans beaucoup d'endroits. Il y a des toilettes très modernes partout. Et quand je dis on ne se touche pas, on ne se serre pas la main, on ne se fait pas la bise. Et dès qu'on a le moindre petit rhume, le moindre petit problème de santé, on met un masque. Et bon, c'est pas que le Japon, c'est l'ensemble de l'Asie qui a ces pratiques sanitaires finalement qu'on découvre nous aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'à l'époque, moi j'étais très étonné par cette distanciation sociale et on me l'a expliqué. Elle est liée en fait à la densité de la population, mais aussi aux catastrophes que ces pays ont subies, aux épidémies, aux guerres, qui font que on se protège individuellement. Et ça n'empêche pas d'autres relations sociales très fortes. Par exemple, les lieux de rencontre sont très nombreux, les karaokés, les salles de jeu, où les gens sont à la fois seuls, mais avec leurs amis, où on fait la fête, etc. Voilà, moi pour terminer, je veux dire que c'est un pays extraordinaire. C'est pas le paradis, effectivement, sur les questions de travail, sur les questions d'égalité, sur les questions de protection sociale. C'est un pays dur, mais c'est un pays vraiment à découvrir dans toutes ses nuances. Et Tokyo, c'est fabuleux. La mairie de Tokyo, la Sky Tower, c'est extraordinaire. Kyoto, j'en parlais. Nara, le château de Jimenji, qui est leur Versailles à eux. Il y a vraiment des endroits extraordinaires à visiter et c'est pas si cher que ça. Le voyage est assez cher, mais le séjour peut être très abordable si on n'a pas des grandes prétentions. Et donc vraiment, je vous encourage à découvrir ce pays merveilleux. Eh ben, merci beaucoup San, Jean-Louis, et je crois qu'on va y aller là juste après parce que tu nous donnes fortement envie. Alors à mon tour, je voulais vous faire part d'une découverte personnelle que j'ai fait cet été en visitant le musée Van Gogh à Amsterdam. C'est la période japonaise de Van Gogh. Je vous avoue que je ne la connaissais absolument pas. En fait, Van Gogh découvre les estampes japonaises à Anvers d'abord, et puis il va développer une collection personnelle d'estampes lorsqu'il va s'installer à Paris. Et quand il quitte Paris pour la Provence, c'est vraiment dans l'espoir d'y trouver un deuxième Japon, conforme à l'image idéale et fantasmée qu'il se fait de l'archipel. Il écrit à son frère « J'envie aux Japonais l'extrême netteté qu'ont toutes choses sur eux. Leur travail est aussi simple que de respirer et ils font une figure en quelques traits sûrs. » On voit que l'empreinte de tous les grands maîtres japonais dans la production provençale de Van Gogh, et on la voit très bien dans la comparaison d'estampes au musée Van Gogh d'Amsterdam, c'est-à-dire ces compositions régies par des diagonales, ces éléments tronqués selon différentes perspectives, les couleurs en aplat, des formes très simples, juste cernées de noir. Il y a un véritable Japon fantasmé par Van Gogh qu'il projette sur le midi de la France et qui devient sa réalité rêvée et puis son refuge dans la folie quand on connaît un peu la vie franchement difficile de Vincent Van Gogh. Les couleurs, au fur et à mesure qu'il travaille son Japon, finalement, sont de plus en plus brillantes. Il reprend les iris, il y a beaucoup de fleurs comme ça qui s'invitent en sujet de ses peintures. Et puis les compositions reprennent ces grandes lignes diagonales des paysages des estampes. Si vous n'avez jamais vu d'estampes japonaises, je vous invite évidemment à aller en voir. Donc voilà, Van Gogh va développer avec ces estampes japonaises, en les comparant, en les recopiant, en les collectionnant, il va développer ce qu'il appelle son œil japonais.
les couleurs, la composition, la circulation du regard, mais aussi le trait émotionnel. On pense aux encres d'Hokusai, vous voyez cette grande vague magnifique qui est absolument bouleversante et très impressionnante. Et en récepteur actif et génial, en fait, Van Gogh retransforme tout. Et donc voilà, il y a du Japon dans Vincent Van Gogh, autant qu'il y a du néerlandais ou du provençal. Et voilà, c'est probablement la marque des grands artistes. Et on va continuer avec toi, Marie-Cécile, Oui, qui veut nous parler d'un livre d'Hiro Arikawa qui s'appelle Mémoire d'un chat. exactement. Bien qu'avocate, je ne viens pas vous parler de comment échapper à la justice japonaise en se cachant dans une malle à instruments, mais bel et bien d'un roman. Quiconque me connaît trouvera particulièrement incongrue mon intervention sur ce thème choisi du Japon. La culture japonaise semble aussi distante de ma latinité qu'un café tartine maroilles avec un thé au jasmin. Et quand on ajoute que je considère que le manga est à la bande dessinée ce que la musique militaire est à la musique tout court, on s'étonne. Et pourtant, je suis là pour vous parler d'un des livres qui m'a le plus ému ces dernières années. Mémoire d'un chat de Hiro Arikawa chez Actes Sud. Hiro Arikawa est une auteure japonaise dont je ne connaissais rien avant d'avoir entre les mains son opuscule qui m'a fait le choisir, soyons clairs, uniquement en raison de sa première de couverture sur laquelle trône, en biais, la tête hilare d'un minou particulièrement sympathique. J'ai ravalé mon appréhension et je me suis dit, Sasushi, pars du principe que la littérature japonaise, c'est ni bon ni mauvais, et lance-toi. 2 mots sur l'auteur. C'est une jeune femme âgée de 49 ans, rédactrice de nouvelles, mais aussi de scénarios. Elle a obtenu le prix Naoki, récompensant des romans policiers, ainsi que le grand prix Dandeki pour les écrivains débutants. Et elle est, paraît-il, spécialiste des récits de self-défense japonais. Rien que ça. Mais revenons à notre greffier du pays du soleil levant. Le livre est écrit à la première personne du singulier, c'est le chat qui parle et peut se décomposer en 2 parties. D'abord la rencontre entre un chat de gouttière, vivant d'expédient, et qui s'est pris de plein fouet par le capot d'une Toyota dernier cri. Bref, il agonise dans une cave quand il est récupéré par un trentenaire célibataire japonais, pléonasme. On assiste au fil des pages, lentement mais sûrement, à l'amitié, voire plus, qui se crée entre ces 2 êtres solitaires qui se nourrissent l'un l'autre des gestes de l'habitude, de tendresse et de soins qu'ils se portent. Le chat guérit, l'humain est heureux. Lui s'appelle Saturo, petit gratte-papier d'une mégapole japonaise. L'autre, le chat, s'appelle Nana, car il a la queue cassée qui forme comme un 7, Nana en japonais. Deuxième partie où l'on voit Saturo mettre dans sa voiture tout ce qu'il possède, outre Nana, et fermer son appartement. Et là, on part pour un véritable road trip. Un road trip dans le Japon d'hier et d'aujourd'hui, où l'on découvre toute la richesse des paysages, des climats calmes et tempétueux qu'offre ce pays, des grandes plaines maraîchères aux plages grises et froides ou au contraire chaudes et luxuriantes, des montagnes majestueuses. Mais également un road trip humain, puisqu'au fur et à mesure de ses pérégrinations, Saturo va retrouver tous les êtres qui ont fait sa vie. D'abord ses amis de classe, puis d'études, d'autres amis perdus de vue. Et l'on découvre toute la panoplie du way of life japonais, avec une mention spéciale à ce couple qui bosse tellement que l'un et l'autre se refilent leurs gosses tant ils ne veulent pas s'en occuper. À chaque fois, Saturo tente de faire adopter Nana par un autre foyer. À chaque fois, Nana se débrouille comme un chef pour faire échouer toute tentative d'adoption. Il bousille le canapé, il se bat avec le chien, il griffe les gosses, il snobe les autres chats présents, il pisse sur le futon. Bref, il se rend absolument insupportable. Et Saturo de se retrouver dans son appartement avec Nana toujours à ses côtés. Alors, la grande question, pourquoi Saturo a-t-il voulu se débarrasser de Nana ? Eh bien, tout simplement parce que, rentré chez lui, Saturo se couche et ne se relèvera plus. Il se sait atteint d'une maladie incurable et sait que sa mort est proche. De ses dernières forces, il avait tenté de retrouver un foyer à Nana. Et pourquoi Nana ne s'est-il pas laissé adopter ? Tout simplement parce qu'il savait la maladie de son maître et qu'il avait choisi de rester couché auprès de lui, quitte à retourner dans le froid, la faim et à la merci des Toyota dernier cri dès que Saturo aurait fermé les yeux.
C'est un très joli roman, fluide, bien écrit, sur la complexité des rapports hommes-animaux et la sensibilité de ces derniers. C'est drôle, émouvant, dépaysant et justifie, à mes yeux, toute l'imbécilité des barachas du monde entier. Mais merci beaucoup Merci. pour cette présentation donc, de Mémoire d'un chat de Hiro Arikawa. Puis c'est rassurant de voir qu'il y a les mêmes problèmes pour les chats du Japon que de Japon ce d'ici. côté-ci du monde. La place du chat au Japon est assez particulière tout de même, hein. C'est vraiment l'animal culte. Effectivement. Alors on va passer à quelque chose de très différent avec toi Pascal, puisque tu veux nous parler, et c'est très générique, du whisky japonais. Oui, je vais parler du whisky japonais. Je vais juste faire une parenthèse littérature. Finalement, le C'est Japon toi le président. regorge de curiosité. Pour tous les gens qui sont intéressés par la littérature japonaise contemporaine, notamment policière, il y a une maison d'édition qui s'est créée il y a quelques mois qui s'appelle Atelier Akatombo, qui a été créée par Dominique et Franck Sylvain. Dominique Sylvain, on la connaît comme romancière. Elle est d'ailleurs née à Thionville. Et ses premiers polars à Dominique Sylvain, publiés chez Viviane Ami, se passent tous au Japon. Ils ont vécu longtemps au Japon. Voilà, je referme ma parenthèse. Merci. Et j'attaque mon verre de whisky. Je suis un buveur de whisky, oui, bien sûr. J'aime le whisky. Et pour moi, quand on parle du whisky, le pays du whisky, c'est l'Écosse. Et jusqu'au jour où on m'a offert une bouteille de whisky japonais. C'était une bouteille de Suntory, justement, le whisky dont Bill Murray venait faire la promotion dans Lost in Translation, un Hibiki de chez Suntory. J'ai regardé la bouteille un peu bizarrement, et puis je l'ai ouvert forcément, je l'ai goûté, et le deuxième pays du whisky, c'est le premier, c'est le Japon incontestablement, quoi. Aujourd'hui, je dirais que le whisky japonais est vraiment reconnu comme un grand whisky à l'égal du whisky écossais. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on commence à faire du whisky un peu partout, hein. Il y a du whisky en Lorraine, il y a du whisky en Bourgogne, etc. Mais pour tous les gens qui hésitent à goûter le whisky japonais, je leur recommande vraiment. Il y a des noms prestigieux, enfin il y a deux grandes maisons, Suntory, deux grandes fabriques, Suntory et Nikka. Et puis c'est des whiskies qui portent des noms comme Yoichi, Akashi, Tokinoka, Yamazaki, Hibiki, je l'ai dit. Donc non, faut absolument pas hésiter. Ceux que j'ai goûté, c'était des whiskies très doux. Absolument. Ils sont plus souvent, tourbés, ouais, mais ouais, souvent ouais. plutôt doux. Et puis on remercie ta performance d'avoir réussi à parler de 2-3 minutes De littérature, ça y est. de whisky sans parler de l'Irlande. On espère que nos amis irlandais qui se pensent comme la première patrie du whisky ne nous écouteront pas. Merci, et maintenant qu'on a notre verre de whisky en main, on peut se regarder un petit film avec toi Léa Alexandra qui veut nous parler d'un film qui s'appelle Dans un jardin qu'on dirait éternel. C'est déjà très beau. C'est très très beau, Dans un jardin qu'on dirait éternel. C'est un film sorti à l'été 2020 de Tatsushi Omori. On se trouve à Yokohama où Noriko, une étudiante en quête de sens, est entraînée par sa cousine dans l'étude de l'art du thé. Chaque semaine, elle se voit dispenser des leçons par leur professeure, Madame Takeda, qui est une vieille dame pleine de sagesse. Elle les initie à un rituel qui est bien plus complexe qu'il n'y paraît, qui requiert de se familiariser avec de nombreux ustensiles et d'effectuer des gestes précis et consciencieux qui évoluent au fil des saisons. En effet, chaque saison procure des sensations particulières qui demandent de déguster le thé d'une autre manière. Rapidement, sa cousine abandonne les leçons alors que leur vie d'adulte débute. Elle est attirée par la recherche de l'amour, des voyages, elle veut fonder une famille car le temps passe trop vite. Noriko, elle, continue de s'immerger dans l'univers de sa professeure. Ce cérémonial se transforme alors pour elle en une thérapie, un moment suspendu où elle se libère de l'angoisse du futur et des idéaux d'une vie que sa timidité l'empêche de poursuivre. À mesure que les années passent, elle appréhende alors la vie avec un tout autre regard. Ce film, c'est un très très beau film où en fait il faut se laisser porter par l'instant et être patient et ouvert à la lenteur pour ressentir toute la délicatesse propre à ce pan de la culture japonaise. Merci beaucoup. Et c'est un film en plus qui est très récent, qui est sorti Oui, cet été. Donc qui peut-être... Il est resté longtemps en salle, alors je sais pas s'il y sera à la réouverture. Bon, on espère, mais sinon évidemment il y a d'autres moyens de le trouver.
légal. Alors, on va continuer parce que justement, il y a 3 grands arts traditionnels au Japon. Il y a la cérémonie du thé dont tu viens de parler. Le Shado. Il y a l'ikebana qui est l'art de faire vivre les fleurs. Et le 3e grand art, et c'est celui-là dont je voulais parler, c'est le kodo, qui est l'art d'apprécier les parfums. Alors déjà juste ça, ces 3 arts traditionnels, c'est totalement différent de nos conceptions traditionnelles occidentales de ce que sont l'art, où on pense au livre, au cinéma, à la musique. Je trouve ça déjà intéressant comme point de vue. Alors, la cérémonie du thé, elle a lieu dans une pièce où 6 à 15 personnes se rassemblent en formant un carré. Et puis, il y a un préparateur qui fait brûler un tout petit bout d'encens sur un récipient en porcelaine, au fond duquel sont placés des charbons. La cérémonie du parfum, le kodo, a lieu dans une pièce où 6 à 15 personnes se rassemblent en formant un carré. Et le préparateur fait brûler un tout petit bout d'encens sur un récipient en porcelaine, au fond duquel sont placés des charbons. Et donc les senteurs sont produites comme ça, sans combustion, et la coupe passe de main en main pour l'écoute. Parce que dans le kodo, on ne sent pas les fragrances, on les écoute. Et ensuite, ça revient comme ça jusqu'au maître, au komoto, qui prépare une seconde coupe, etc., etc. Et chaque parfum représente un endroit du Japon différent. Les montagnes, le Japon du Nord, le Japon du Sud, etc. Il y a différentes vertus qui sont associées à la cérémonie du parfum. Évidemment, aiguiser les sens, purifier le corps et l'esprit, réveiller l'esprit, calmer les périodes agitées, soigner le sentiment de solitude. Et puis, évidemment, comme le parfum, on le connaît, il apporte souvent le bien-être et puis une forme de séduction. On connaît assez mal, finalement, les mécanismes, mais on sait intuitivement que le parfum peut induire des états de bonheur, de nostalgie, réveiller parfois des souvenirs enfuis. On sait que l'activité intellectuelle peut être stimulée par le parfum. Voilà, il y a quelque chose qui est à la fois très loin de notre conception de ce qu'est un art, et qui pourtant m'a fait penser à la Madeleine de Proust, les odeurs comme des réminiscences de l'enfance, qui m'a fait penser à la synesthésie, chère à Baudelaire, où les sens se confondent, se croisent, dialoguent entre eux. Et voilà, donc je vous invite à aller découvrir. En fait, j'ouvre par le kodo, mais en fait, toute cette part de l'art traditionnel japonais qu'on connaît très peu, qui nous semble assez lointain, que ce soit la cérémonie du thé, l'art des parfums ou l'art de faire vivre les fleurs. Rien que ça, je trouve que c'est des ouvertures vers l'ailleurs. On aurait quand même pu penser à une cérémonie d'ouverture d'une bouteille de whisky, mais enfin, c'est la prochaine étape. Pour en sentir les fragrances, effectivement. Et bien d'ailleurs, Pascal, tu voulais nous parler, pour conclure, d'un pianiste, Rémi Masunaga. Alors, c'est pas la pianiste qui jouait dans le film de Coppola tout à l'heure. C'est une jeune pianiste, elle a la quarantaine. Elle est née à Tokyo, elle a commencé ses études au Japon, puis elle est venue faire ses études musicales en France. Elle vit aujourd'hui entre Paris et Tokyo. Pianiste classique, comme beaucoup d'ailleurs, il y a beaucoup de musiciens, de chefs d'orchestre, de virtuoses originaires du Japon. Elle a joué, interprété Beethoven, Mozart, Chopin, Debussy notamment. Et moi je vous recommande d'aller l'écouter, on trouve assez facilement, je pense, les enregistrements, soit audio ou visuels, dans les variations Goldberg de Bach, et notamment dans le BWV 988. Voilà, elle s'appelle Rémi Masunaga. Merci beaucoup. Et puis on va finir avec toi, Cyrielle, puisqu'on est dans la musique. Tu voulais nous parler d'un musicien japonais qui est disparu récemment. Oui, je voulais profiter de ce podcast sur le thème du Japon pour rendre un petit hommage à un artiste qui a bercé nos enfances et nos adolescences respectives. Vous ne connaissez probablement pas son nom, vous n'avez sans doute jamais aperçu son visage, mais vous l'avez déjà entendu à coup sûr. En effet, Shunsuke Kikuchi a enchanté nos dessins animés en créant les musiques originales d'adaptations de mangas mythiques comme Albator Goldorak ou les immenses Dragon Ball et Dragon Ball Z. Exerçant des décennies entières, il est devenu indissociable du genre du shonen, ces mangas épiques pour jeunes garçons qui ont séduit le monde entier. Donc Shunsuke Kikuchi est décédé il y a quelques jours, le 24 avril 2021, en laissant à la planète un héritage musical que l'on entendra certainement encore très longtemps. Merci pour cette pensée, parce que c'est vrai que du coup je ne connaissais pas son nom, mais du coup je connais ce qu'il a fait. Et merci pour cette dose de films, de livres, de musique, d'alcool, de parfums, de souvenirs qui nous donnent envie de prendre la Japan Airlines le plus rapidement possible.
Il me reste à vous remercier toutes et tous d'avoir suivi notre émission. On espère que vous avez passé un bon moment avec nous et que le Japon s'est invité un peu par chez vous. Retrouvez notre association Demos et Débats sur Facebook, YouTube et Instagram, ainsi que sur notre site demosetdebats.fr. Merci à vous, Jean-Louis, Léa Alexandra, Marie-Cécile, Cyrielle et Pascal. Merci à Jacqueline Mangin pour l'appui technique, à Sound in Progress, le groupe de Jean-Pascal Beaufort et de Séraphin Palmieri pour notre jingle. Et merci au Pays du Soleil Levant pour ses couleurs qui irisent nos vies. À très vite, vive le Japon, ciao. Au revoir. Sayonara.